20h sur la chaîne des valeurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres. À Diamniadio, la journée nationale de l'éducation des filles met en lumière les défis et solutions pour une scolarisation inclusive sous la présidence de la première dame Marie-Khone Faye. L'initiative vise à lever les obstacles entravant la réussite scolaire des filles au Sénégal. Multiplication des viols au Sénégal, un fléau qui choque, divise et interpelle sur la protection des victimes, alors que les sociologues cherchent à comprendre les causes profondes. Régulation du transport en moto Jakarta entre tracasseries routières, mesures saluées et critiques sur une application précipitée faute de papiers légaux. Les conducteurs subissent des contrôles fréquents pour leur sécurité et celle des usagers. Voici le sommaire, dans un instant le développement. Bonsoir à toutes et à tous. Au Sénégal, malgré un taux de scolarisation élevé des filles, plusieurs facteurs minent sur leur éducation. Ce jeudi, les acteurs réfléchissent sur les voies et moyens pour une éducation inclusive et sensible aux filles. La journée nationale de l'éducation des filles est célébrée ce 9 janvier à Diamniadio. Sur place, nous retrouvons notre correspondant Mamoudou Thiam. La Journée internationale de l'éducation des filles est une initiative majeure du Sénégal pour promouvoir l'éducation des filles, un levier essentiel de développement. En dépit des progrès réalisés, l'accès équitable à une éducation de qualité reste un défi. Des obstacles tels que les mariages précoces, la pauvreté et les normes socio-culturelles continuent de limiter les opportunités éducatives des filles, en particulier celles en situation de handicap. Cette année, la Journée nationale de l'éducation des filles s'inscrit dans la dynamique de la Journée internationale de la jeune fille. Elle adopte le thème « Pour une éducation inclusive de qualité, les filles s'engagent et engage la communauté ». Ce thème reflète l'urgence de placer les filles au cœur des efforts pour une société inclusive et équitable, tout en valorisant leur rôle dans la transformation sociale. L'édition 2025 de la Journée nationale de l'éducation des filles vise à sensibiliser la communauté éducative et les partenaires sur l'importance de l'éducation des filles, notamment celles en situation de handicap, pour un développement durable. Elle vise aussi à mettre en lumière les bonnes pratiques en matière d'éducation inclusive et de promotion de l'égalité des genres, tout en mobilisant les acteurs et partenaires pour un plaidoyer efficace en faveur de l'accès des filles à une éducation de qualité et équitable. Ce 9 janvier, le Sénégal célèbre la Journée nationale de l'éducation des jeunes filles au centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, une cérémonie officielle présidée par la première dame Marie-Khone Faye. Mamoudou Thiam, la cérémonie officielle de célébration de la Journée nationale de l'éducation des filles a été présidée par la première dame Marie-Khone Faye, se présente désormais comme la porte-étendard de la lutte contre la scolarisation des filles au Sénégal. Nous l'écoutons. Je me fais le porte-étendard de cette noble cause et je m'engage à vos côtés pour que toutes les filles soient à l'école et s'épanouissent dans un environnement scolaire sûr, sécure et inclusif. Je lance donc un appel à toutes et à tous pour réussir ce pari de la société éducative que nous voulons bâtir. Les filles nous y invitent. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, chères filles, du haut de cette tribune, je m'engage solennellement à porter le plaidoyer pour la promotion de l'éducation des filles au Sénégal et dans le monde. Et pour finir mes propos, permettez-moi de féliciter Monsieur le ministre de l'Éducation nationale d'avoir pris l'initiative de lancer la campagne « Le Sénégal éduque ses filles » et l'initiative « Priorité à l'égalité » qui traduisent nos ambitions et favorisent une éducation inclusive et de qualité. Vive le Sénégal, vive l'éducation des filles. Je vous remercie de votre écoute attentive.
Parlons société à présent. Les cas de viol se multiplient au Sénégal, plongeant de nombreuses familles dans l'effroi. Le sociologue Djibi Diakhaté revient sur les causes profondes de ce fléau qui continue de choquer et diviser la société. Une réalité qui soulève des questions sur la protection des victimes et la prévention. Il est au téléphone de Alioune Seck. La recrudescence des viols au Sénégal, son amplitude s'explique essentiellement par la faiblesse de l'accompagnement psychosocial accordé aux acteurs et surtout dès le bas âge. Ça signifie que les cadres d'accompagnement, la famille, la communauté, l'école, l'atelier, etc., ces différents cadres ont très considérablement baissé leur niveau d'intervention chez l'acteur dès le bas âge en termes de prise en charge, mais surtout en termes d'installation chez l'individu d'une sorte de gendarmerie psychique qui fait qu'il se garde de faire certaines choses. Donc, lorsque l'individu est livré à lui-même, il est clair qu'il y a une sorte de bestialité ou d'animalité et qui s'exprime à tout moment et qui l'incline vers des axes, vers des actes qui ne sont pas toujours honorables comme le viol. Il est clair que maintenant, le viol constitue une source de déchirure sociale très profonde parce que la personne qui a été victime de viol est quelqu'un qui est perturbé pour le reste de sa vie et lorsque cette personne a des enfants, la prise en charge qu'elle doit faire de ses propres enfants constitue un problème, une estime de soi qui baisse considérablement. Aujourd'hui, ne joue plus son rôle de cellule sociale de base. Il faut qu'il y ait des structures, si vous voulez, qui travaillent à la place de la famille, à encadrer l'individu et à l'intégrer convenablement dans la société et éviter ces types de conflits, le plus souvent orchestrés par l'usage abusif de la drogue. Lutte contre l'immigration irrégulière. Des comités locaux chargés de la répression des migrants sont installés au Sénégal. Le ministre de l'Intérieur a procédé à l'installation de l'entité dédiée à la lutte contre la migration à Ziguinchor. Ziguinchor fait partie des lieux stratégiques où les départs vers l'Europe via la mer sont récurrents. Jean-Baptiste que nous écoutons. Qui sont des démembrements du secrétariat permanent du SILMI veillent à appliquer sur toute l'étendue du territoire national les directives adoptées par le comité en participant à la prévention et à la sensibilisation sur les méfaits de la migration irrégulière, à l'élaboration, à la vulgarisation et à la mise en œuvre des projets et programmes dans le cadre de la lutte contre ce phénomène. Mesdames, Messieurs, la région de Ziguinchor, située dans le sud du Sénégal, est à la croisée des chemins. Son emplacement géographique, proche des côtes de l'Atlantique et à proximité des frontières avec la Gambie et la Guinée-Bissau, en fait un point stratégique pour les mouvements migratoires. Cette particularité géostratégique pose à la fois des défis et des opportunités dans la lutte contre la migration irrégulière. Cette région est souvent perçue comme un point de départ pour de nombreux migrants cherchant à atteindre l'Europe. Les réseaux de passeurs exploitent les vulnérabilités économiques et sociales des populations locales, alimentant ainsi le phénomène. Restons avec le phénomène migratoire au Sénégal qui peut être expliqué par l'échec des politiques publiques. Action pour les droits humains et l'amitié dénonce les mesures inefficaces de prévention du fléau par les gouvernants. À cela s'ajoute le taux de chômage alarmant qui touche la jeunesse, selon Adama Meng. Il est joint au téléphone par Mamoudou Thiam. Action pour les droits humains et l'amitié souligne que ces migrations ne sont pas un choix, mais l'ultime recours d'une jeunesse privée d'opportunités décentes. Cette crise est le reflet d'un manquement grave à la garantie des droits fondamentaux tels que le droit au travail décent, à l'éducation de qualité et à un avenir digne. Le maintien d'une approche inclusivement sécuritaire axée sur la répression trahit une incompréhension profonde des enjeux socio-économiques sous-jacents, perpétuant ainsi une véritable crise humanitaire.
Action pour les droits humains et l'amitié appelle à une rupture immédiate avec cette logique inefficace qui nous rappelle l'ancien régime, plaidant à une politique innovante et inclusive fondée sur le respect des droits fondamentaux et à un investissement accru dans le capital humain. Action pour les droits humains et l'amitié demande également des mesures concrètes pour le rapatriement des compatriotes sénégalais bloqués dans des conditions inhumaines au Niger depuis plus de 5 mois. En somme, Action pour les droits humains et l'amitié interpelle le gouvernement. Sans un engagement sincère en faveur de la jeunesse et des droits humains, les drames humains en mer et sur terre continueront d'entacher notre conscience nationale. Notre reportage du jour s'intéresse à la situation des conducteurs de moto Jakarta dénommés Tchak-Tchak. On en parle justement. Ils sont exposés à beaucoup de tracasseries sur les routes faute de papiers légaux. Ils s'exposent à la raquette policière. Pourtant, ils saluent ces nouvelles mesures prises par le gouvernement, mais déplorent leur application à la hâte. Ismaël Mbaye et Babacar Ka sont allés à leur rencontre. Reportage. Ils font le décor de la capitale. La circulation des motocyclistes est un phénomène qui accentue l'insécurité routière. À Dakar, les conducteurs de Jakarta subissent toutes sortes de tracasseries. Quand ils nous arrêtent, on leur donne des billets et parfois on peut même transporter un client et se heurter avec eux. Et pour leur donner une somme de 6 000 francs, ça devient trop difficile. Vous comprenez? Et parfois quand on t'arrête, ils prennent tout ton temps et ça serait très facile d'indiquer les gens les choses à faire si on nous arrête. Vous voyez? La durée exigée n'est même pas arrivée en terme et les hommes de tenue commencent à exiger aux gens de payer. Et c'est durant ces 3 mois qu'on peut travailler pour pouvoir verser la somme. Depuis quelques semaines, de nouvelles mesures sont prises par les autorités pour réglementer le secteur. Je salue l'initiative parce que tout conducteur de moto doit être en conformité avec des règles. Le minimum, c'est d'avoir un permis, une carte grise et une assurance. Et ça, c'est tout à fait normal. Toutes les mesures que l'État a prises, c'est juste pour leur sécurité. Si on décide que chaque conducteur soit réglé, c'est pour, en fin de compte, régler le problème de l'insécurité. Les mesures sont salutaires, mais appliquées dans la précipitation. La manière dont l'État veut régler le problème est un peu compliquée. Parce que c'est un phénomène qui a des difficultés qui ne datent pas d'aujourd'hui. Donc vouloir régler ça en espace de 3 mois, c'est quasiment impossible. Pour 3 mois, la durée est très courte. Les gens demandent à ce que la durée soit prolongée. Pourquoi pas plus 1 mois, bien 2 mois. Ça serait bénéfique. Vouloir réunir tous les papiers en espace de 3 mois, ça sera très difficile. Selon le circulaire du ministre des Transports, les mesures prises ne s'appliquent pas seulement aux tchak-tchak, elles concernent tous les motocyclistes. De leur côté, les motocyclistes jugent la circulaire du ministre du Transport salutaire pour réguler le secteur du transport. Pour eux, cette circulaire garantit aussi la sécurité des conducteurs, tout comme celle des usagers. Des propos livrés à Ismaël Mbaye. Par ma conviction, je vois que c'est une idée très respectueuse parce qu'on ne peut pas conduire une moto sans avoir une carte grise pour immatriculer le moto. Peut-être en cas d'accident ou au profit d'une vol ou autre chose, on ne peut pas identifier la personne. Franchement, ça, je crois que c'est normal. Bien sûr, parce qu'un moto déjà identifié est toujours traçable. Donc imaginez que quelqu'un qui fait des forfaitures avec une moto et qui s'enfuit. Donc déjà la moto trouvée, si elle est immatriculée, ça permet de très bien rechercher les auteurs et les retrouver. Parce qu'il y a beaucoup de forfaitures qu'on voit à Dakar et que les populations réussissent à appréhender les propriétés de ces forfaitures, mais à défaut d'immatriculation, rien ne peut se faire. De toute façon, quel que soit là où vous êtes, vous devez avoir une moto immatriculée. Même l'assurance et l'autre là, on peut avoir, peut-être tu peux le faire de question, peut-être si tu as 1 mois, tu peux prendre 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Ce n'est pas forcé à faire.
Mais la matriculation de la moto, c'est normal. C'est quelque chose que tout véhicule ou moto qui roule dans la route, pour identifier la personne, c'est normal d'avoir ça. Restons dans ce sujet, cette fois-ci dans le bassin arachidier. À Kaolack, les conducteurs de vélo taxi Jakarta sont très remontés contre les nouvelles mesures des autorités. Ils déplorent le délai très court de moins de 3 mois qui leur est donné pour avoir une assurance et une immatriculation. Les conducteurs de vélo taxi veulent l'ouverture d'un dialogue avec leur ministre de tutelle pour sauver leurs emplois. Ansoumana Badji porte leur voix. Le secteur de Jakarta est un secteur très complexe et que les jeunes se sont donnés corps et âme pour créer leur propre entreprise. Maintenant, si l'État veut vraiment aider cette coopération, il y a des méthodes, il y a des voies et moyens pour approcher cette jeunesse-là, pour qu'on puisse ensemble trouver la bonne formule, pour qu'on puisse ensemble trouver les solutions, pour qu'on puisse ensemble montrer que ce Sénégal-là, c'est un Sénégal qui nous appartient. La jeunesse a beaucoup fait pour ce Sénégal-là. Donc, pour ça, nous demandons solennellement à notre ministre de tutelle, le ministre Yankouba Diémé, à notre premier ministre, M. Ousmane Sonko, de vraiment écouter la voix de la jeunesse. Cette voix-là, c'est la voix du Sénégal. Et on est là aujourd'hui pour trouver une solution. Quelle est la solution? Quelle est la solution? C'est d'abord convoquer les vrais acteurs. Tous sont ces vrais acteurs-là. C'est le Sénégal en profondeur. Si on se limite à Dakar, si les convocations se limitent à Dakar, il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas de moyens. Et on a besoin de dialoguer, on a besoin d'accompagner cette jeunesse-là. Et nous avons besoin de ce Sénégal. C'est ça notre problème. Et c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur de toute la jeunesse. Autre aspect de l'actualité, le chômage au Sénégal a atteint un niveau inquiétant avec une hausse de 20,3% selon le dernier rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Une situation alarmante qui interpelle sur ses conséquences économiques et sociales. L'économiste Baye Abdou Diouf analyse ce fléau et propose des pistes pour y remédier. Il est joint au téléphone par Aline Sek. D'après le rapport de l'ANSD qui vient d'être publié, portant sur la troisième trimestre de l'année 2024, montre qu'une hausse du taux de chômage qui est égal à 20,3%. Cela peut être expliqué par divers mécanismes, comme les impacts économiques liés à la pandémie, mais aussi la migration des entreprises, la structure du marché du travail, les politiques économiques mises en œuvre par le gouvernement et surtout aussi l'automatisation et numérique. Cette hausse du taux de chômage peut avoir des impacts significatifs au niveau de l'économie nationale, mais aussi sur le plan social. Sur le plan économique, une augmentation du chômage peut ralentir la croissance économique. Sur le plan social, qui est beaucoup plus important à ce niveau, parce qu'une augmentation du chômage peut engendrer des tensions sociales, une augmentation de la pauvreté et les inégalités. Bon, pour résoudre ce problème, il y a des mesures, mais aussi il y a une démarche que l'État doit suivre, tout simplement en mettant en place des formations de reconversion, un soutien à l'entrepreneuriat, investissement dans les secteurs clés, mais aussi mettre en place des politiques d'emploi qui seront très actives. Sur l'actualité internationale, l'opposant Venancio Mondlane retourne au Mozambique sur fond de crise post-électorale. La présidente du Parlement européen en Égypte pour renforcer les relations entre l'Égypte et l'Union européenne. On commence au Tchad où des tirs nourris ont été entendus aux alentours du palais présidentiel ce jeudi. N'est-ce pas, Moudou Diam?
Hors de chez nous, au Tchad, des coups de feu ont été entendus mercredi près du palais présidentiel à N'Djamena, un assaut mené par un commando de 25 membres qui a fait 19 morts, dont 18 assaillants et 6 blessés, selon le ministre des Affaires étrangères Abderrahmane Koulamala. Le chef de la diplomatie tchadienne a déclaré que des soldats défendaient le président et que la situation était sous contrôle. Les coups de feu ont retenti pendant plusieurs minutes près du complexe présidentiel à N'Djamena. Ils ont suscité vague d'inquiétude quant à la sécurité du pays, dans une région où les coups d'État sont fréquents. L'origine des coups de feu n'était pas précise. Et puis au Mozambique, le chef de l'opposition est rentré au pays comme il l'avait annoncé. À son arrivée à l'aéroport international de Maputo, la capitale, une foule de milliers de partisans l'attendaient, malgré une forte présence de la police anti-émeute dans les zones environnantes. Le chef de l'opposition mozambicaine, Venancio Mondlane, est revenu au Mozambique après s'être enfui suite aux élections très contestées du mois d'octobre. Venancio Mondlane avait averti qu'il provoquerait le chaos au Mozambique si le Conseil constitutionnel confirmé avant Noël les résultats de l'élection présidentielle du 9 octobre. Enfin, direction Égypte, où la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, s'est rendue au pays pour des entretiens avec des responsables parlementaires. Lors de sa visite au Caire, elle a rencontré Hanafi El Ghibali, président de la Chambre des représentants, et Abdel Wahab Abdelrezak, président du Sénat. Cette visite a pour objectif de renforcer les relations entre l'Union européenne et l'Égypte. Les discussions ont porté sur des sujets clés tels que l'immigration, où l'Égypte, en tant que pays de transit pour des milliers de migrants et réfugiés, joue un rôle crucial pour l'Union européenne. Autre point central des échanges, la situation géopolitique au Moyen-Orient et dans les régions voisines. Voilà l'essentiel de l'actualité internationale. Merci Mamadou Thiam. Nous vivons dans un monde où les inégalités persistent, un monde où ceux qui ont sont, ceux qui n'ont pas ne sont pas, ceux qui donnent ordonnent et ceux à qui l'on donne se subordonnent. Chers téléspectateurs, peu importe votre situation, gardez votre dignité. C'est avec ce rappel que j'achève cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et une bonne suite de programmes sur nos antennes.